très fortes interrogations parmi nos populations qui ont l'impression de servir de cobayes, selon une expression déjà consacrée. Pour rappel, selon les sondages, près de 6 Français sur 10 sont réticents à se faire vacciner. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui, en Outre-mer, ne comprennent pas pourquoi un nouveau vaccin, qui n'a donc par définition pas encore fait ses preuves, serait déployé chez eux sans l'être dans les mêmes conditions en France hexagonale où le taux de mortalité est pourtant plus élevé. Aussi, Monsieur le ministre, je vous serai gré de bien vouloir nous rassurer quant à la stratégie gouvernementale en matière vaccinale contre la Covid-19. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gabriel Serville, le ministre des Outre-mer a précisé, il a eu raison de dire que les territoires ultramarins seraient au cœur de la stratégie vaccinale qui sera déployée dans tout le territoire républicain au cours des prochains mois. Pourquoi est-ce qu'il a eu raison de le rappeler? Parce que ainsi, il disait, mais s'il était besoin de le dire, qu'évidemment les territoires ultramarins ne seraient pas oubliés, l'approvisionnement des territoires ultramarins ne serait pas retardé par rapport aux territoires métropolitains. Vous l'avez dit d'ailleurs dans la première partie de votre question, il n'y a qu'une France, monsieur le député. Il n'y a qu'une France. Et la République est partout. Donc il n'y aura pas ni de cobayes d'un côté, ni de retard d'un autre. Il y aura une politique vaccinale pour l'ensemble des Français, qu'ils habitent en territoire rural ou urbain, qu'ils habitent en métropole ou en territoire ultramarin. C'est le sens de la stratégie logistique que nous aurons l'occasion de décliner sous la responsabilité du Premier ministre dans les prochains jours, et vous verrez cela de façon très claire. Après, quand vous dites, monsieur le député, qu'il y a un problème de confiance, oui, de fait, il y a un problème de confiance dans le pays de Pasteur, dans la vaccination. On pourrait longtemps philosopher sur les raisons de cette perte de confiance, qui est probablement multifactorielle, mais je crois que nous avons devant nous un enjeu absolument majeur pour la santé de nos concitoyens, qui est justement celui de lutter contre la défiance, de rassurer, d'expliquer, de partager avec l'ensemble des Français à la fois la stratégie, l'intérêt de la vaccination, mais aussi la part d'incertitude qu'il peut y avoir s'il devait y en avoir. Donc attention à ce que par nos questions et les réponses que nous apportons nous-mêmes, nous participions plutôt d'un mouvement de confiance que d'un mouvement de défiance, parce que la défiance peut tuer, la confiance, elle, peut sauver. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Stéphane Viry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les coups portés aux producteurs de musique ce samedi et ceux portés contre les policiers ce dimanche sont inacceptables dans notre société. J'adresse, et permettez-moi d'y associer tous mes collègues députés Les Républicains, mon soutien à toutes les victimes de ces agressions intolérables. La violence ne saurait être excusable, d'où qu'elle vienne. Elle provoque réprobation et indignation. Mais l'indignation ne doit pas être sélective. Le lynchage de policiers, de CRS, ce dimanche, sont tout autant condamnables. Et nous devrions tous, quel que soit notre groupe, les soutenir de façon claire, sans compromission. Ils exécutent des missions délicates, souvent ingrates et parfois difficiles de protection de la population. Leur courage, notamment lors des attentats, force le respect, et les Français le savent. C'est pourquoi nous les soutenons dans leur mission de maintien de l'ordre public, qu'ils accomplissent avec sang-froid et professionnalisme. Et rien ne doit remettre en cause leur intégrité. Car si certains osent justifier les violences contre nos forces de l'ordre, comment expliquent-ils ce que nos pompiers peuvent subir également? La vérité, c'est que la situation est explosive dans notre pays. En 2019, ce sont près de 40 000 policiers qui ont été violentés dans l'exercice de leur métier. La vérité, c'est que les choix que vous avez faits ont installé un climat désastreux. Les Français s'interrogent sur l'emploi de la force publique, sur les instructions données, sur la stratégie d'utilisation des forces de l'ordre. Monsieur le Premier ministre, au-delà des beaux discours, agissez vite et bien, car face à cette montée de cette extrême violence, votre ministre de l'Intérieur, auditionné hier en commission des lois, a expliqué que des policiers présents lors de ces manifestations manquaient de formation et manquaient d'équipement. Mettre à ce point en danger celles et ceux qui nous protègent est une faute. Et l'émoi suscité par ces scènes choquantes fragilise la confiance de nos concitoyens envers leur police. Qu'attendez-vous pour enfin réinstaller l'ordre républicain et garantir notre état de droit? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Viry, d'abord je partage votre propos introductif et vous avez raison qu'il ne faut pas avoir l'indignité sélective. Et si les actes commis par 3 policiers dans le 17e arrondissement nous ont tous choqués et que j'ai pris des décisions extrêmement fortes de suspension puis de révocation de ces fonctionnaires, les 98 blessés samedi lors des manifestations sont effectivement aussi une tâche sur les uniformes de la République et sur 60% de la République. Et ce midi, accompagné du député Stanislas Guérini, du maire du 17e Geoffroy Boulard, de Frédéric Pechnard, j'ai souhaité rendre longuement visite à ces policiers qui font honneur à l'uniforme. Cette question, monsieur le député, celle du respect que nous devons à nos forces de l'ordre, dépasse, me semble-t-il, les clivages politiques. Et devant les difficultés que connaît notre nation, l'augmentation depuis 2012 du terrorisme, vous le savez bien, commençant avec l'affaire horrible de cette école juive où un islamiste radical a tué des enfants des cours d'école et depuis, nous avons connu malheureusement de nombreux attentats terroristes où les policiers sont en première ligne, et l'augmentation très forte des violences, les refus d'obtempérer bien évidemment, mais aussi les manifestations qui sont bien plus violentes qu'auparavant, et ce vous le savez depuis plus de 15 ans, toutes les études le montrent, font qu'en effet nous devons avoir un regard sur ce qui ne va pas au ministère de l'Intérieur. Tout à l'heure M. Falorni a dit les 7 péchés capitaux de la police, non, ce sont les 7 péchés capitaux, me semble-t-il, du ministère de l'Intérieur. Ça a été la suppression d'effectifs, monsieur le député. Ça a été la suppression de l'encadrement intermédiaire. Ça a été la suppression de la formation initiale. Ça a été la suppression d'écoles. Ça a été la suppression d'écoles également. Malheureusement, en 15 ans, monsieur le député, je crains que la question étant tellement importante que chacun peut se regarder dans la glace. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Thomas Mesnier, à lui seul. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 30 octobre dernier commençait un nouveau confinement annoncé par le Président de la République. Un nouveau confinement indispensable pour faire reculer le coronavirus qui met en tension notre nation et en premier lieu notre système de santé et nos soignants auxquels je veux rendre hommage. Un nouveau confinement pour protéger les Français. Ce nouveau confinement, tirant les conséquences du précédent, nous a permis de faire reculer le virus tout en maintenant nos écoles ouvertes, impératif éducatif, impératif social, et en maintenant une activité économique la plus forte possible dans le contexte. Le confinement a porté ses fruits grâce à l'engagement de chacune et chacun. Le virus recule plus qu'ailleurs, mais il ne faut céder en rien au triomphalisme, rester vigilant tant la menace reste grande. Durant cette crise, la sécurité sociale a joué tout son rôle. Le budget que nous avons adopté définitivement hier soir en est la preuve. Soutien à l'économie par des exonérations, l'aide au paiement ou l'activité partielle. Soutien, investissement sans précédent pour notre système de santé. 15 milliards d'euros engagés en 2020 par l'assurance maladie pour répondre à la crise sanitaire, plus de 4 milliards provisionnés en 2021 pour l'achat de masques, pour les tests, les vaccins. Nous mettons les moyens pour protéger les Français. Monsieur le Premier ministre, alors que les restrictions sanitaires s'assouplissent depuis ce week-end, alors que la Haute Autorité de Santé a présenté hier ses recommandations pour déployer les tant attendus vaccins, pouvez-vous nous présenter un état des lieux de la situation sanitaire, préciser le calendrier concernant les annonces du gouvernement pour lutter contre le Covid-19 et notamment la stratégie vaccinale? Je vous remercie. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thomas Mesnier, je prends la parole d'abord pour vous remercier et vous féliciter de l'excellent travail accompli dans le cadre du PLFSS pour 2021 qui a été voté par votre Assemblée et qui représente, vous le savez, mesdames et messieurs, un PLFSS historique, non seulement, comme vous l'avez dit, monsieur le député, parce qu'il permet
de faire face à la crise sanitaire qui, hélas, n'est pas terminée, mais aussi parce qu'il est la première étape de la mise en œuvre du Ségur de la santé qui va donner à nos établissements de santé et à nos soignants les moyens qu'ils attendaient tant. Vous m'interrogez sur la situation sanitaire. Comme vous l'avez rappelé, nous avons été conduits à prendre, en France comme ailleurs en Europe, après la flambée épidémique grave qui a caractérisé l'ensemble de notre continent à la fin du mois d'octobre, des mesures difficiles qui ont été critiquées à l'envi. Ces mesures, monsieur le député, étaient nécessaires. Et la meilleure preuve en sont les résultats, et non pas l'opinion que peuvent en avoir les uns ou les autres. Vous avez raison de le rappeler, mais il faut le dire avec prudence et humilité, notamment à l'endroit de celles et ceux qui donnent beaucoup de leçons avec une grande assurance et en permanence. Les résultats enregistrés par la France sont actuellement les plus favorables en Europe et pour la première fois, nous avons des résultats meilleurs que l'Allemagne. Il ne faut pas crier victoire. Il ne faut pas crier victoire. Et j'en appelle à la vigilance de tous et de chacun. Nous avons dû, comme vous l'avez dit, monsieur le député, maintenir encore certains secteurs fermés, car les chiffres de l'épidémie sont encore plus élevés qu'ils ne l'étaient au moment du premier déconfinement. Il faut donc que nous tenions tous un discours responsable, que nous musclions notre stratégie tester, alerter, protéger, dont nous aurons à débattre prochainement. Et qu'enfin, comme vous l'avez dit, monsieur le député, nous déployons notre stratégie vaccinale, éclairée par l'avis rendu lundi hier par la Haute Autorité de Santé et qui va nous conduire à vacciner en priorité les résidents des EHPAD et les personnels de ces établissements, en tout cas une catégorie d'entre eux. J'aurai l'occasion avec le ministre de la Santé et des Solidarités de détailler dès jeudi cette stratégie. Merci, monsieur le Premier ministre. Ça fait aussi beaucoup de bien quand vous vous arrêtez. La parole est à monsieur Philippe Gosselin. Merci. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. La semaine dernière a été un festival, et quel festival! Bien aidé, il est vrai, par des règlements de compte entre messieurs Castaner et Darmanin, qui se sont montrés dignes, mais alors très dignes de l'incantation du président de la République en début d'année sur les amateurs. Mais hélas, ce sont les Français qui payent les pots cassés. Et vous vous prenez tout seul, monsieur le Premier ministre, les pieds dans le tapis, avec ce fameux article 24 sur la loi sécurité globale. Nous vous avons suivi sur le fond, nous voulons défendre les forces de l'ordre, mais le texte est bancal et vous persévérez. Alors au lieu de déposer vous-même un projet de loi qui aurait été soumis à l'avis du Conseil d'État avec une étude d'impact, vous passez par une proposition de loi. Et puis finalement, vous vous prenez les pieds dans le tapis, vous réactivez les choses, vous faites marche arrière et vous voulez créer une fameuse commission qui va réécrire le texte et vous court-circuitez le Parlement à tel point que notre président de l'Assemblée nationale se croit utile et écrit à le Premier ministre. C'est une leçon de droit constitutionnel pour les nuls, faut-il le rappeler. On pourrait continuer, ça a provoqué une crise d'hystérie dans la majorité qui a très mal vécu les choses. Je pourrais m'arrêter là, mais on a eu, à cause de tout ça, de belles manifestations à la fin de la semaine.
Et puis, un camouflet a suivi, le camouflet du Conseil d'État concernant la liberté des cultes. Le président de la République s'est obstiné à ne pas vouloir réouvrir les lieux de culte. Eh bien, le gouvernement se fait taper sur les doigts. Alors, je pourrais vous interroger, vous solliciter sur la question qu'aurait l'exécutif avec les libertés. Je pourrais aussi vous demander ce qu'il en est exactement de l'avenir de l'article 24. Non, je vais vous poser une question collective. Si gouverner est un art, pensez-vous le posséder? Sinon, pensez-vous quelques leçons supplémentaires nécessaires? Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Bien, monsieur le député Gosselin, je ne sais pas si on m'a choisi pour vous répondre pour savoir si gouverner est un art. Ce qui est certain, monsieur le député, c'est que dans le débat parlementaire que nous avons, qui est parfois fait de confrontation, il faut savoir écouter les critiques et il faut sans doute savoir aussi ce que vous feriez si vous étiez en responsabilité. Les deux. La difficulté, c'est que les Français ne vous ont pas confié pour l'instant ces responsabilités et qu'il appartient à ce gouvernement de régler les problèmes de la nation. Monsieur Gosselin, je connais votre honnêteté intellectuelle. Elle vous aurait sans doute poussé à souligner que l'art de gouverner, c'est savoir gérer une crise sanitaire sans aucun précédent, de confinement, et un peuple français qui, certes, sans doute agacé, comme nous le sommes tous, de ne pas embrasser ses parents, de ne pas vivre comme il le souhaite habituellement, de ne pas profiter de la douceur de la vie de la France, je crois, entend la protection sanitaire qu'impose le gouvernement, comme tous les pays européens, et démontre, je crois, que nous avons des fonctionnaires attentifs et qui travaillent au service de la nation. Vous auriez compris, monsieur le député Gosselin, que le gouvernement est arrivé avec un état d'urgence, non seulement sanitaire, mais terroriste, qu'il a su en sortir. Qu'avons-nous entendu à l'époque pour dire que sortant de cet état terroriste, nous allions mettre la France à feu et à sang, et que des moyens très importants ont été mis à disposition de la justice, de la police et bien sûr de l'ensemble de la fonction publique. Vous auriez souhaité, monsieur le député Gosselin, sans doute voir qu'il y avait des crises, évidemment des crises qui ne naissent pas de la veille ou de l'avant-veille, mais qui ont dans le cœur des Français des souvenirs très anciens. L'islamisme communautaire, vous l'avez évoqué, ou l'ordre public, monsieur le député Gosselin, un jour l'opposition deviendra majorité, mais malheureusement, il faudra avoir des discours de responsabilité pour cela. Merci, monsieur le ministre. La parole, s'il vous plaît, la parole est à monsieur Olivier Faure et à lui seul. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Michel Zecler, et avant lui, les réfugiés place de la République, et avant eux, tant d'autres, médiatisés ou pas, filmés ou pas. Quand des policiers exercent une violence gratuite, quand ils profèrent des insultes racistes, non, ils ne déconnent pas. Ils sont dans l'illégalité. Ils font honte à tous leurs collègues et ils minent la confiance des Français dans leur police. Ce divorce, c'est votre gouvernement qui en a créé les conditions avec la loi sécurité globale. C'est votre ministre qui a voulu obliger les journalistes à s'accréditer pour suivre une manifestation. C'est votre ministre qui a promis, c'est-à-dire purement et simplement, les images des forces de l'ordre en action sur les réseaux sociaux. Et pendant de longues semaines, vous l'avez laissé dire, pendant de longues semaines, vous l'avez laissé faire, et c'est aujourd'hui encore lui qui vous représente au banc des ministres. Alors, monsieur le Premier ministre, le moment est venu peut-être de prendre de la hauteur. Votre honneur serait de retirer cette loi sécurité globale qui exacerbe les tensions. Votre honneur serait d'ouvrir au plus tôt des états généraux conclusifs avant l'été où tout serait mis sur la table. Le recrutement, la formation, la doctrine de maintien de l'ordre, la transparence, un contrôle indépendant de la police, le rôle des maires, le statut particulier de la préfecture de police de Paris. La sécurité des Français comme la protection de celles et ceux qui nous protègent ne peuvent donner lieu à une surenchère permanente. Alors, monsieur le Premier ministre,
La situation actuelle est intenable. Ne rajoutez pas des fractures aux crises multiples auxquelles les Français sont déjà confrontés. Merci, cher collègue. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Faure, il se trouve que j'ai été parlementaire dans le mandat précédent, comme vous. J'ai eu la chance de siéger ayant eu la confiance effectivement des électeurs. Et je me souviens très bien qu'à ce banc, vous avez soutenu des ministres de l'Intérieur, dans la grande tradition des ministres du Parti Socialiste qui étaient à la fois pour la redistribution sociale et pour l'ordre républicain. Puisque j'entends bien volontiers que vous faites 2 minutes de questions sans dire un mot sur les 98 décès de la police nationale samedi dernier. Et dans la grande tradition du Parti Socialiste, je ne vais pas vous apprendre, Monsieur le Premier Secrétaire, la tradition républicaine du Parti Socialiste, j'ai vu Monsieur Valls, j'ai vu Monsieur Cazeneuve, dans l'affaire Théo, dans l'affaire Chouïa, dire effectivement, Monsieur le député, ne vous énervez pas quand on vous rappelle des vérités, dire effectivement qu'il y avait des condamnations strictes pour des individualités qui n'avaient rien à faire sur l'uniforme, mais qu'il y avait une protection des policiers. Eh bien, l'honneur d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'être là quand ça va bien et d'être là quand ça va pas. L'honneur d'un grand parti politique, ce n'est pas d'être aujourd'hui derrière les policiers quand on leur tire dans le dos. La parole, merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Erwan Balanon. Merci Monsieur le Président. Dans notre France moderne, qu'est-ce donc la République? C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile. Ces mots sont de Georges Jaurès en 1903. Monsieur le ministre de l'Intérieur, des images récentes nous ont profondément choqués et ont atteint nos convictions républicaines. Violence émanant de policiers avec la vidéo des coups portés à Michel Zecler, croche-pied à un migrant, lynchage de policiers par des groupes organisés. Tous ces faits sont inadmissibles et nous font honte. Le groupe démocrate les condamne avec la même force et le même écœurement. Cette succession d'images est odieuse. Il nous faut briser le cycle de la violence, de cette violence grandissante et hautement préoccupante. Car au-delà de fragmenter le lien entre les citoyens, la police et les gendarmes, ces actes inqualifiables abîment grandement la République. Un pays démocratique requiert des forces de l'ordre qui inspirent le respect. Respect pour leurs actions souvent dangereuses, respect pour leur abnégation, respect pour leur courage, respect pour leur vocation. Mais ce respect ne peut exister sans une observation sans faille aux valeurs de la République. Face au moindre manquement, la confiance des citoyens continuera à se déliter. Vous avez hier en commission, Monsieur le ministre de l'Intérieur, relevé les symptômes et eu le courage de poser un diagnostic. Vous avez ouvert des pistes de travail sur la formation et sur l'encadrement. C'est un chantier de long terme auquel nous, parlementaires, devrons être associés. Mais concrètement, Monsieur le ministre, quelles actions fortes et rapides, quelles mesures concrètes allez-vous adopter pour une adhésion totale et sans ambiguïté aux règles de déontologie, d'éthique et aux valeurs de la République? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je n'ai pas grand-chose à redire de votre propos. Et permettez-moi peut-être de détailler les 7 points que j'ai évoqués hier devant la Commission des lois et qui me permet sans doute de vous dire qu'il y a des choses qui relèvent du très court terme et d'autres, vous le savez bien, qui sont plus longues. En ce qui concerne la formation, le sujet principal, me semble-t-il, est déjà l'application de ce qui existe. Un policier national, c'est 12 heures de formation par an et 3 tirs traditionnels. L'année dernière, 15% des effectifs de la police nationale ont eu ces 12 heures de formation et 65% seulement ont fait leurs 3 tirs traditionnels.